Et si on se disait que la force la plus familière de l'univers, celle qui nous cloue au sol, la gravité, n'était en fait qu'un écho du chaos des tout premiers instants? C'est une idée assez vertigineusement. Et c'est justement celle qu'on va explorer ensemble. On va plonger dans l'expansion du cosmos, dans la nature vraiment étrange du temps, pour tenter de comprendre comment le désordre a pu, paradoxalement, donner naissance à l'autre. Allez, on attaque direct avec une question qui a l'air de tout casser. Une de ces règles qu'on apprend depuis toujours. Rien ne va plus vite que la lumière, c'est la limite absolue. D'accord, mais est-ce que c'est vraiment vrai pour l'univers lui-même, dans son ensemble? Eh bien, la réponse, aussi surprenante soit-elle, c'est oui. Un grand oui même. Ça paraît complètement fou, ça va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir. Et pourtant, c'est bien ce que la science nous dit. Alors comment c'est possible? Pour comprendre ça, il faut faire une distinction qui est absolument cruciale. Alors voilà la clé du mystère. Il y a deux choses complètement différentes. D'un côté, on a un objet, disons un vaisseau spatial, qui se déplace à travers l'espace. Lui, oui, il est bloqué par la vitesse de la lumière. C'est la loi de la relativité restreinte. Mais de l'autre côté, ce dont on parle ici, c'est pas d'un truc qui bouge dans l'espace. C'est l'espace lui-même, le tissu de la réalité, qui s'étire, qui gonfle. Et cette expansion, eh bien, elle est gouvernée par une autre théorie, la relativité générale. Et pour elle, il n'y a aucune, mais alors aucune limite de vitesse. Bon, alors, allons voir ça de plus près. Comment ça marche, concrètement, cette histoire d'expansion sans limite? En fait, tout repose sur une loi qui est finalement assez simple, mais dont les conséquences sont vertigineuses. La loi de Hubble-Lemaître. Qu'est-ce qu'elle dit? En gros, plus une galaxie est loin de nous, plus elle s'éloigne vite. C'est une relation directe. Si une galaxie est 2 fois plus loin qu'une autre, elle s'éloigne 2 fois plus vite. Et si on pousse cette logique jusqu'au bout, eh bien il arrive forcément un moment, à une distance suffisamment grande, où la vitesse d'éloignement devient plus grande que celle de la lumière. C'est mathématique. Mais attention, si l'expansion, elle, n'a pas de limite, notre capacité à voir l'univers, elle, en a bien une. On est un peu comme sur une île, entourée par ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. Tout ce qui se trouve au-delà de cette frontière, à plus de 46 milliards d'années-lumière, s'éloigne de nous tellement vite que la lumière de ces objets ne nous atteindra jamais. Ces galaxies existent, mais pour nous, c'est comme si elles n'existaient plus. Elles sont perdues à jamais. Ok, on a parlé de l'espace qui s'étire. Mais l'espace et le temps sont liés, c'est l'espace-temps. Du coup, il faut qu'on s'intéresse maintenant au comportement vraiment bizarre du temps. On va voir que les deux sont intimement connectés. Voilà un des piliers de la relativité générale d'Einstein. Un truc assez dingue quand on y pense. La matière et l'énergie, ça ne fait pas que tordre l'espace, comme une boule de bowling sur un trampoline. Ça déforme aussi le temps. Ça crée des sortes de pentes, de ralentis dans le rythme de l'univers. Pour faire simple, plus on est proche d'un objet massif, comme une étoile, plus le temps s'écoule lentement. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, parce que ce n'est pas juste un état de fait, c'est un mécanisme qui s'emballe. Imaginez, une petite zone devient un tout petit peu plus dense que ses voisines, hop, le temps y ralentit un peu. Ce ralentissement du temps, ça agit comme un mini-trou, un puits temporel, qui va attirer la matière environnante. Du coup, la zone devient encore plus dense, ce qui ralentit encore plus le temps, ce qui attire encore plus de matière. C'est une boucle de rétroaction. En gros, la gravité se nourrit elle-même en manipulant le temps. C'est fou. Bon, maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. D'un côté, l'expansion de l'espace. De l'autre, le temps qui ralentit près de la matière. Comment est-ce que ces deux idées, mises ensemble, arrivent à dessiner la carte du ciel, à sculpter les immenses structures qu'on observe dans l'univers? La première chose à comprendre, c'est que l'expansion n'est pas la même partout. L'univers ne gonfle pas de façon proprette, comme un ballon. Non, dans les immenses zones de vide, là où il n'y a presque rien, l'espace s'étire à toute vitesse. Par contre, là où la matière s'est regroupée, dans les galaxies, l'expansion est freinée. Elle lutte contre la gravité. Et parfois, elle perd. Elle est complètement stoppée. C'est ce contraste qui façonne le cosmos. Et pour bien se représenter ça, il y a une analogie qui est juste parfaite. Il faut imaginer l'univers tout entier comme une énorme miche de pain en train de lever dans un four. Et ce n'est pas juste une jolie image, c'est une comparaison qui est d'une justesse scientifique assez bluffante. Alors décortiquons cette analogie. Dans notre pain cosmique, la levure, ce qui fait tout gonfler de l'intérieur, c'est l'énergie sombre. Les bulles d'air qui se forment et s'agrandissent, ce sont les grands vides cosmiques. Et en gonflant, ces bulles repoussent et compressent la pâte. Et cette pâte, eh bien, c'est toute la matière de l'univers. Elle se retrouve écrasée, étirée en de longs filaments et concentrée dans des nœuds. Et voilà comment se forme cette structure magnifique qu'on appelle la toile cosmique. Bon, on arrive maintenant au cœur du sujet, à la partie la plus
Fondamentale. On va s'attaquer à une idée qui remet en question la nature même de la gravité. Oui, cette force qu'on croit connaître par cœur. Et si la gravité n'était pas du tout une force fondamentale? C'est une question choc posée par des théories physiques de pointe. En fait, tout ce qu'on vient de voir nous conduit tout droit à cette idée radicale. Et si la gravité n'était pas une des briques de base de l'univers, mais plutôt quelque chose qui apparaît, qui émerge des conditions générales? Réfléchissons-y une seconde. Pour que la gravité puisse faire son travail, il lui faut des différences. Des zones plus denses, des zones moins denses, bref, des grumeaux. Imaginez un univers primordial qui aurait été parfaitement lisse, une soupe d'énergie uniforme. Dans un tel univers, la gravité serait là, en théorie. Mais elle n'aurait rien à faire, aucune prise. En un sens, la gravité n'existe que parce que l'univers à la base est imparfait. Et cette chronologie nous raconte l'histoire. Tout commence à une échelle microscopique, avec d'infimes soubresauts d'énergie, des fluctuations quantiques. Un pur hasard. Puis, boum, l'inflation cosmique a pris ces mini-fluctuations et les a étirées à des tailles gigantesques. Elles sont devenues les tout premiers grumeaux. Ce sont ces imperfections, nées du hasard, qui ont servi de graines pour que la gravité, enfin, ait quelque chose à se mettre sous la dent et puisse commencer son immense travail de construction. L'idée derrière tout ça, c'est de voir la gravité comme une force anthropique, c'est-à-dire pas une force fondamentale, mais une propriété qui émerge. C'est un peu comme la température. Un atome tout seul n'a pas de température. La température, c'est une propriété qui émerge du mouvement de milliards d'atomes. Eh bien pour la gravité, ce serait pareil. Elle ne serait pas une attraction, mais la conséquence, à grande échelle, de la façon dont l'univers gère le désordre et l'information depuis le Big Bang. Cette phrase, elle résume tout. C'est un changement total de perspective. La gravité, ce ne serait donc pas une force qui lutte contre l'expansion, non. Elle serait la conséquence même de cette expansion, mais appliquée à un univers qui, à la base, n'était pas parfait. C'est la signature géométrique de ce désordre originel. La réaction de l'espace-temps à ses propres défauts de fabrication en quelque sorte. Et on termine là-dessus, sur cette pensée qui donne le vertige. Si la gravité, la force qui nous maintient sur Terre et qui orchestre la danse des galaxies, n'est en fin de compte qu'un effet secondaire du chaos initial, une sorte d'illusion statistique, alors ça pose une question immense. Qu'est-ce qui est vraiment fondamental dans notre réalité? Et qu'est-ce qui n'est qu'une apparence, une propriété émergente, aussi réelle qu'elle nous paraisse? Voilà qui laisse à réfléchir.